Bonjour André Lezecroux-Pietri. Bonjour Nicolas. Bienvenue, président de JEDI, l'agence européenne d'innovation de rupture et fondateur du Fonds à Capital. Et Christian Parizeau, bonjour. Bonjour. Économiste conseiller auprès d'Aurel BGC. Donc le prix de la canicule, ça vous intéresse? Oui, ça peut être une thématique de marché aussi. Ça peut être une thématique de marché. Oui, il y a un événement qui se tient demain à Paris, Isabelle Copé-Soubiran. Au Washington Plaza, vous vouliez nous en dire un mot? De quoi s'agit-il et en quoi nos auditeurs et téléspectateurs peuvent être concernés, intéressés? Oui, merci beaucoup. C'est une belle conférence en perspective. Donc dans ce centre d'affaires du Washington Plaza, on est accueillis par des financiers et l'objectif, c'est de faire dialoguer à la fois des financiers, des banquiers, des institutionnels, donc des superviseurs, des académiques, des experts. Donc il va y avoir de bons débats en perspective et on va s'interroger sur l'avenir de la finance. Quelle finance pour financer l'autonomie stratégique? Ça, c'est l'objectif de la Commission européenne. Donc comment on fait? Et on va essayer d'axer le débat sur deux grandes questions. En fait, là, une première question sur la dérégulation financière aux États-Unis et quelle réponse européenne? Donc il y aura du débat autour de ça. Faisons pareil, demain. N'est-ce pas? Et puis il y aura une deuxième table ronde sur la fameuse union de l'épargne et de l'investissement. C'est-à-dire l'union des marchés de capitaux. Est-ce que ça va suffire pour réaliser les investissements dont on a besoin pour cette autonomie stratégique? Est-ce que ça se décrète d'ailleurs, l'union de l'épargne et de l'investissement? Et est-ce qu'il faut absolument de la titrisation pour rendre ça possible? En fait, vous avez copié mon programme du jour. Exactement, ou l'inverse. Ou l'inverse. Ou l'inverse. On peut suivre, on peut y aller, on peut suivre ça en ligne. Ça fonctionne comment? C'est ouvert, il doit rester quelques places. Je pense qu'il y a pas mal de monde déjà inscrit, mais il doit rester quelques places. Il suffit d'aller sur le site de l'Institut Veblen ou sur le site de la chaire Énergie et Prospérité, parce que ce sont pas mal d'acteurs en fait qui co-organisent cette conférence. Il y a également la Convention des entreprises pour le climat. Donc c'est vraiment dans un esprit de dialogue et de débat constructif. Il y a toutes les sensibilités intellectuelles présentes. Oui. D'accord. Oui, sachant qu'on a des banquiers, des financiers, on a des politiques, on a le président de la commission des finances du Sénat qui fera l'allocation d'ouverture, on aura une conclusion de Bernard Cazeneuve et au milieu de tout ça, on aura beaucoup de débats auxquels ils pourront réagir avec différentes sensibilités, bien évidemment. Washington Plaza, demain, c'est à quelle heure? C'est le matin. C'est le matin. Et il fera frais, normalement, au Washington Plaza. La journée sera chaude. Voilà. Les débats seront chauds aussi, mais il fera frais au Washington Plaza. Et vous publiez, donc à la rentrée, l'argent expliqué à ma mère et à son banquier. Sous-entendu, les banquiers n'y comprennent rien. Les banquiers nous disent souvent qu'en fait, ils collectent des dépôts et ça leur permet de faire des crédits. Ils n'ont pas toujours conscience de leur pouvoir de création monétaire. Il y a des banquiers qui pensent encore que les dépôts font les crédits. Oui, je crois qu'il y en a pas mal. Les acteurs. On est d'accord, Christian Parizeau, le créateur de la monnaie, c'est la banque commerciale. Oui, bien sûr, c'est la production de crédit, bien sûr. Voilà, mais la production de crédit, il ne s'agit pas d'aller prendre le dépôt de monsieur... Non, c'est toujours la confusion, c'est pas l'argent que vous déposez à votre banque qui est spéculé ou qui est utilisé dans les... Il faut toujours faire la distinction, On regarde les ressources des banques, les fonds propres des banques, et c'est ça qui sert derrière comme garantie pour faire derrière un effet de levier et faire du crédit. Donc quand je veux voir mon banquier pour emprunter 200 000 euros, il va fabriquer 200 000 euros. Oui, il va créer 200 000 euros. Oui, et quand, ex nihilo. Pratiquement. Mais par contre, il y a des règles à respecter. Il y a des règles limitent quand même l'effet de levier. Alors, on retombe totalement dans un des sujets du jour. C'est que les règles, on limite le levier, la capacité qu'ont les banques à créer du crédit en leur obligeant d'avoir des fonds propres, d'avoir une ressource qui mettent en face. Mais c'est pas les dépôts, c'est leur capital qu'ils doivent mettre. Et donc, c'est ça que propose aujourd'hui, par exemple, l'administration Trump, c'est qu'avec la même quantité de capital, vous pouvez faire plus de crédit, mais mécaniquement, vous augmentez le risque pour le secteur bancaire. Exactement. L'un ne va pas sans l'autre. D'accord. Donc, c'est là où il y a un risque. C'est pas le fait qu'ils spéculent, forcément. C'est le fait qu'on vous demande moins de garanties, moins de fonds propres, et vous pouvez faire plus de crédit. Donc, forcément, si un jour il y a plus de défauts, ça veut dire que vos fonds propres sont beaucoup plus vite mangés. Donc, c'est un juste milieu qu'il faut avoir entre la distribution de crédit et la nécessité obligatoire d'avoir des fonds propres face à ça. Il est important de comprendre ce pur jeu d'écriture comptable. Non, mais ça, c'est hyper important de comprendre le mécanisme. Ça marche pareil à la Banque centrale. Oui, mais d'où l'idée que peut-être la titrisation en Europe un peu plus développée pourrait rendre de l'air, donner de l'air aux banquiers en libérant leur bilan des créances passées. Pas forcément. Peut-être que la titrisation, c'est juste un instrument de contournement de la réglementation. C'est pas forcément un instrument
simplement au service du financement? Ça dépend. C'est pas forcément pour contourner la réglementation si c'est considéré comme quelque chose de décidé au niveau politique et d'autoriser de manière plus large qu'aujourd'hui. Les Américains, c'est bien un des outils utilisés pour permettre une délivrance de crédits supplémentaires. Pour permettre surtout une expansion continue de la financiarisation et pour faire croître l'instabilité financière. Oui. On y va là sur les titrisation Non, mais oui, à la limite, on a mis les pieds dedans. Donc, non, mais vous en pensez quoi, Christian Parizeau? La titrisation, vous savez, le principe, c'est qu'une banque, quand elle a prêté de l'argent, elle porte cette créance et elle doit se la faire rembourser. Si elle la recycle dans une forme de titre de marché qui est vendu à des tiers, son bilan est allégé et elle a la possibilité de prêter davantage. C'est bien ça l'idée. Oui. Hein. Bon. Oui, alors juste déjà pour replacer le cadre, pourquoi on se pose la question déjà? On se pose la question parce qu'il y a Trump et son administration qui sont en train de faire un changement profond pour les banques américaines. Oui. Juste pour vous donner une idée, alors c'est qu'une estimation à l'âge que j'ai faite, mais en gros, s'ils passent les changements qu'ils veulent faire en termes d'effet de levier, c'est ce qu'on disait, hein, s'ils peuvent permettre aux banques américaines d'avoir un effet de levier supplémentaire, c'est 43% de positions supplémentaires que pourront faire les banques. Alors, soit en achetant du crédit, soit en prenant des obligations du Trésor américain, mais en gros, avec la même quantité de capital, ils pourront augmenter leur position de 43%. Donc, vous voyez très clairement ce que ça fait en termes de rentabilité. Vous augmentez énormément la rentabilité des banques américaines. Alors, pourquoi ça pose problème? Ça pose problème parce que vous avez déjà un problème de rentabilité des banques européennes. Elles sont déjà très sous-cotées au niveau boursier, notamment parce qu'elles ont cette décote, parce qu'il y a une réglementation qui est plus sévère en Europe. Et donc, d'un côté, vous allez avoir des banques d'affaires, des banques américaines qui vont pouvoir prendre d'énormes positions, financer des introductions en bourse, faire des crédits supplémentaires, sans mettre plus de capital. Donc, elles vont afficher une rentabilité du capital beaucoup plus forte encore qu'en Europe. Et l'Europe, qu'est-ce qu'on fait derrière ? C'est la question. C'est la question, parce que c'est pas seulement un problème de prise de risque, c'est aussi un problème de concurrence entre les banques. Et là, on va changer de monde en termes de concurrence. Donc ça impose, quoi qu'il arrive, quoi que vous pensiez, ça impose que l'Europe bouge. On ne peut pas rester indifférent. Alors après, Sachant que la taille des banques américaines est aujourd'hui très nettement supérieure à la taille des banques européennes d'ores et déjà. Mais encore une fois, aussi parce que les banques européennes sont décotées, parce qu'elles ont une réglementation qui fait que ça pousse leur décote. Donc ça force forcément l'Europe à réagir. On a la mémoire courte quand même. Hein. Alors après, sur le fond, ça se paiera toujours. Hein. C'est clair que ce que propose l'administration américaine, c'est plus de crédit, tout va bien. Le jour où il y a un retournement de cycle, on le paye souvent très chèrement parce que forcément, vos banques ont pris plus de risques et on va s'apercevoir après qu'elles n'ont pas suffisamment de fonds propres. Et là, on va taper auprès du contribuable en disant ça serait bien que vous nous aidiez parce qu'on est en situation difficile. Donc, on a connu ça. 2007-2008. Voilà. Exactement. C'est pour ça qu'on a la mémoire courte parce que la titrisation, ça a quand même été un ingrédient majeur de la crise de 2007-2008. Je pense qu'on oublie quand même une chose dans ce débat 2007-2008, c'est pas parce qu'il y a eu des prises de risque qu'on a eu la crise financière, c'est parce que surtout le régulateur ne comprenait plus les instruments, les fameux CDO et autres qui avaient été montés. Donc si on a un régulateur intelligent qui comprend et qui met en œuvre, je pense que c'est une totale erreur de relire 2007 en oui on a pris des risques et donc on a abouti fatalement à une crise. Et deuxième chose, alors là je prends plus ma lunette d'innovation, si on considère qu'on est dans un monde, je pense que votre approche madame, elle est parfaite dans un monde linéaire où on investit, où il n'y a pas de grands paris. Mais aujourd'hui, où il y a des grands paris qui sont faits sur l'IA, etc., il faut avoir une capacité d'investir. Si on n'investit pas, on se retrouve effectivement avec ce que vous disiez, Nicolas. Je suis bien d'accord avec vous. C'est que JP Morgan, c'est 800 milliards d'euros de capitalisation. Santander, la plus grande, 105 milliards. Donc on est à un rapport de 1 à 8. Et si on considère que les banques sont un instrument essentiel de croissance de notre économie, eh bien, ce qu'on est en train de faire depuis 20 ans en Europe avec nos ratios prudentiels qu'on applique à la lettre, eh bien, c'est détruire sur le long terme notre prospérité. En fait, l'idée, oui, bien sûr, l'idée, si je comprends bien ce que dit André, on peut imaginer avoir recours à des instruments de flexibilité sans reproduire les mêmes erreurs. Exactement. Parce qu'effectivement, il y avait des produits d'une complexité incroyable. Et qu'on ne voulait plus voir le risque en plus. Puis il y avait une nécessité des agences de notation coupables à l'époque, mais qui a été suffisamment montrée du doigt. Peut-être qu'on peut avancer et apporter une réponse, parce qu'il faudra bien qu'on réponde quelque chose, sans reproduire exactement les mêmes erreurs. Je pense qu'il faut avoir effectivement une lecture dynamique, historique, des transformations de la finance au cours des dernières décennies et des transformations nécessaires à venir. La finance s'est considérablement développée au cours des dernières décennies. Est-ce que ça a permis de mieux servir les besoins de financement de nos économies ? La réponse est clairement non. Les banques ne sont plus
au service du financement de l'économie. Les marchés ne sont plus au service du financement de l'économie. La finance au sens large, c'est une énorme sphère qui tourne à toute vitesse sur elle-même et qui ne finance plus l'économie, qui n'est pas branchée sur nos besoins de transformation actuelle. C'est ça qu'il faut changer. Je sais pas si on peut la faire d'une manière aussi sec. C'est très péremptoire, ça. Mais c'est pas très péremptoire. Ça s'appuie sur plein de travaux, y compris des travaux très orthodoxes du Fonds monétaire international, de la Banque des règlements internationaux. Il y a plein de travaux sur le lien entre finance et croissance. Et vous serez sans doute déçus d'apprendre que ce lien entre finance et croissance s'est cassé. Il y a plein d'études empiriques qui le montrent, d'accord ? Et la croissance à venir, ça doit être nécessairement une croissance différente. Il faut même, je pense, raisonner en termes de post-croissance, c'est-à-dire faire en sorte que les investissements qu'on réalise soient véritablement au service de la transformation écologique et permettent en fait de satisfaire nos besoins en respectant les limites planétaires. Pour l'instant, on n'y est absolument pas. Je crois qu'on est dans une difficulté, là, c'est qu'on confond opinion et science. Mais, non, je suis désolé. Allez regarder les études. Allez regarder les études empiriques. C'est vous qui défendez une opinion. Moi, je m'appuie sur des travaux. Vous êtes beaucoup plus experte que moi, je suis sûr. Et c'est pour ça que... Mais moi, ce que je vois juste, c'est que les États-Unis, qui effectivement ont connu une croissance très forte de leur secteur bancaire depuis 20 ans, ont 30% de PIB par habitant de plus que l'Europe. C'est parce que les États-Unis ont su mener aussi une politique économique assez différente de la politique économique européenne. Ils ont su combiner politique monétaire et politique budgétaire d'une façon totalement différente. Je crois que nous aussi, on a appliqué une politique budgétaire assez accommodante. Assez tardivement, à partir de la crise sanitaire, mais pas avant. Je ne sais pas, Christian, si vous validez cette idée selon laquelle la finance n'est plus au service de la croissance, mais surtout, il y a ce sujet qui a été évoqué par Isabelle Coppey-Sobéran, mais effectivement, il va bien falloir, d'une manière ou d'une autre, que l'Europe réponde à ce qui vient d'être engagé il y a quelques jours aux États-Unis. Non, mais après, il y a deux choses. Il y a la finance au sens large et les banques. Moi, je pense que les banques, on doit quand même les surveiller et on doit limiter le levier. Parce que le problème, c'est toujours le retournement cyclique. Et il ne faut pas que les banques aient pris trop de risques. Parce que même aujourd'hui, on peut dire c'est super, on peut financer facilement, pas cher aux États-Unis, l'investissement dans l'intelligence artificielle. Mais si demain, il y a une bulle et qu'on surinvestit dans l'intelligence artificielle, on va avoir des prêts qui sont non rentables et après, on va avoir des pertes. Et ça, si toutes les banques ont mis tous leurs fonds propres là-dedans, vous aurez quand même un coût économique et on sera... La prochaine crise, ça sera la crise de l'intelligence artificielle, mais parce qu'on aura surfinancé ce secteur-là. Ça ne remet pas du tout en cause la nécessité de le faire, ça ne remet pas en cause la croissance dans ce secteur. C'est une source de croissance, mais attention aux excès. Donc le secteur bancaire est un secteur particulier. Parce que le secteur bancaire, quand il se grippe, il grippe toute l'économie. C'est pas la même chose entre un fonds de private equity qui a mal investi, qui fait défaut, qu'une banque qui fait défaut. Et ça, on l'a vu quand même avec Lehman, et on a payé assez chèrement. Donc moi, Lehman, en plus, qui n'était pas une banque commerciale. Moi, je pense que de toute façon, il faut quand même réguler le secteur bancaire et l'éviter la prise de risque, l'effet de levier. Mais alors, encore une fois, l'équilibre à trouver. Donc. Voilà, après... Ça va être comme pour mon histoire d'objectifs verts et de compétitivité. Il y aura toujours un débat, et ça sera ces ratios-là, ils seront toujours ils évolueront dans le temps. On n'est jamais sur quelque chose de fixe. Mais il faut quand même, à un moment donné, prendre ça en compte. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il y a une nouvelle donne. Il y a Trump. Trump, de toute façon, qu'on le veuille ou non, Trump nous fait réagir. Trump nous a fait bouger sur l'OTAN. Trump nous fait réagir on va en parler sur l'écologie, parce que quelque part, une remise en cause écologique, ça vient de M. Trump. Et il nous fait réagir sur le secteur financier. Donc les banques européennes va falloir qu'on réagisse. Ce qui est certain, c'est qu'en Europe, a priori, on n'ira pas sur la même réforme qu'aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on ne va pas permettre aux banques d'augmenter. Il faut l'espérer. Voilà, de changer. Gagné, hein. C'est pas gagné, mais je pense qu'on ne va pas remettre tout en cause, et notamment certaines prises de risque. Par contre, on essaye de compenser ça on va essayer d'augmenter la rentabilité du secteur financier par la création d'un marché unique des capitaux en Europe. Et ça serait un élément d'économie d'échelle et d'amélioration. On peut aussi améliorer en simplifiant les règles, certaines facilitations, comme le fait Trump de son côté. Ça, on peut suivre. Bon, après, il faudra voir ce qui en débouche. C'est toujours comme ça dans le détail, mais il y a quand même des simplifications à faire. Et puis, je dirais le dernier niveau, on en a parlé un petit peu, c'est la titrisation qui pourrait être un moyen d'alléger le bilan des banques et de leur permettre de faire plus de crédit. Mais encore une fois, faut bien avoir en tête que c'est un coût-risque.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer quand même les conséquences que ça a à terme. Mais on est obligé, on n'est pas dans une économie fermée et on est bien obligé de suivre la dérégulation qu'impose Trump à tout le monde. C'est exactement la cohérence qui veut que quand on veut du rendement, on prend plus de risques. Enfin, il y a la même idée derrière. Mais la frontière entre simplification et dérégulation financière est quand même très très fine. Alors en Europe, effectivement, en ce moment, à la Commission européenne, on parle beaucoup de simplification nécessaire. Est-ce que c'est pas, au fond, une manière un peu insidieuse d'impulser également en Europe une dérégulation financière? Je pense qu'on peut se poser la question. Et donc il y a deux stratégies assez différentes. Il y a la stratégie très claire de Donald Trump qui assume complètement cette volonté de dérégulation financière et qui l'a lancée. D'accord ? Donc il l'avait déjà fait sous son premier mandat. Là, il en remet une grosse couche dans le deuxième mandat. Et comme Christian le disait, il est en train de relâcher complètement le fameux ratio de levier. D'accord ? Et en Europe, il y a une stratégie qui est un peu plus insidieuse, qui dit moins son nom, qui parle de simplification, avec de beaux discours qui nous disent « Ne vous inquiétez pas, la simplification, ce n'est pas la même chose que la dérégulation financière. On ne va pas porter préjudice à la stabilité financière avec cela. » Eh bien, on peut se poser la question, quand on voit déjà ce qui s'est passé avec les premiers omnibus européens sur le cadre de durabilité, avec le retour en arrière en ce qui concerne les exigences de reporting extra-financier, on va parler de ça. Il va se passer des choses aussi au niveau de la réglementation bancaire. J'ai pas vu pour l'instant les Européens prendre de vraies directions. Alors, oui, j'allais dire, là où je rejoins madame, c'est que quand vous parlez de stratégie, et quelque part vous la remettez en question, il n'y a pas de stratégie. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas de ligne directrice. Et je pense que c'est la seule erreur qu'on fait dans le monde d'aujourd'hui, c'est que ceux qui n'ont pas de stratégie seront sûrs de perdre. Et aujourd'hui, ces espèces de choses à la marge, la réaction, c'est ce que tu disais Nicolas, c'est que si on est amené à réagir, de toute façon on a déjà perdu dans un monde où aujourd'hui, le gagnant est celui qui imprime la direction. Et c'est à nous justement, si on n'est pas d'accord avec ça, on aurait dû être beaucoup plus dans la proactivité, mais je pense aujourd'hui on a un manque de créativité. Il y a une boussole, il y a une boussole européenne, c'est la boussole c'est la fameuse boussole compétitivité des entreprises. On y croyait complètement que c'est n'importe quoi cette boussole. C'est comme la boussole stratégique militaire. Je vous laisse le dire. À la première opération militaire, on la remet en cause. Il n'y a aucune boussole au niveau de la Commission européenne. La Commission européenne est devenue une espèce d'institution de processus où il n'y a pas de direction. Et le problème, c'est ça, c'est que d'autres vont imposer leur direction à nous. À nouveau, on est dans un monde de grand paris et aujourd'hui, si on ne les fait pas, on est sûr de perdre. Si vous voulez, mais ça impulse quand même, ça impulse des politiques, puisque ça impulse précisément des réglementations, c'est différent. Dans l'Union pour l'épargne et l'investissement, ça va impulser des décisions en matière de titrisation, avec des conséquences sur la stabilité financière. Ça dépend impulse des omnibus qui dérégulent. Donc, ça dépend. Mais, ce que je vois, c'est que des solutions existent, assez techniques pour certaines d'entre elles, mais par contre, le consensus n'est pas là. En tout cas, il y a une stratégie claire d'un côté, une stratégie pas claire de l'autre. Je suis complètement d'accord avec vous. Juste un petit mot aussi, n'oubliez pas que M. Trump est là pour 4 ans, voire 2 s'il perd le mid-term. Et donc, je pense que beaucoup de gens aussi se disent, en Europe notamment, dans le ton long, on y reviendra et on verra comment ça tournera, parce qu'aux États-Unis, c'est vrai que Trump, il va marquer son mandat sur ce qui fait voter là. Hein. Vous savez qu'après c'est le mid-term, il a de fortes chances de perdre le prochain mid-term, et donc globalement, on sait que toutes les réformes vont pas durer très longtemps. Oui, mais ça sera fait. Donc je suis d'accord avec vous. Je pense qu'au niveau de l'Europe, il y a aussi l'idée de faciliter le secteur bancaire, de pas créer un écart trop fort entre l'Europe et les États-Unis, puis après, on verra ce que fera la prochaine administration. L'Europe n'est pas obligée d'emboîter le pas des États-Unis. Il pourrait y avoir aussi une affirmation de l'Europe. On va avancer. Ce que je constate, c'est que c'est l'une des questions que vous poserez demain, donc cette conférence. La réponse n'est pas gagnée. Non. Quand je vous entends, la réponse n'est pas gagnée. Non, d'autant qu'il y aura plein de gens qui défendront en fait l'idée que la titrisation c'est très bien, la simplification c'est très bien. Je pense qu'on n'est pas obligé de faire de la titrisation à la subprime 2007-2008, et qu'il y a peut-être moyen de faire un truc un petit peu plus carré. Voilà. Bon, on avance. Là, l'histoire des objectifs verts. Alors, la Commission avance, elle présentera ses objectifs actualisés mercredi prochain. Et Emmanuel Macron a mis les pieds dans le plat. Il est suivi par pas beaucoup de pays, mais quelques-uns quand même, notamment la Hongrie ou l'Italie, en disant hop, on va quand même pas aller dans le vert sans limite.
au risque d'y laisser notre compétitivité européenne. Qui veut avoir vous avez un avis là-dessus, André Lezecroupier? Non. La frontière est super dure. Moi, je trouve ça extrêmement délicat que les deux pays qui nous suivent là-dessus, c'est la Hongrie et l'Italie. Je pense qu'il faudrait qu'on se pose des questions. Et à nouveau, on est sur la stratégie de l'essuie-glace, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a... Alors, en plus, le timing est terrible. D'annoncer ça alors qu'on a une semaine de canicule épouvantable, là, il y a quand même un petit souci le timing n'est pas le bon. Communication politique. Non, je pense qu'aujourd'hui, l'Europe n'a plus de colonne vertébrale. On est dans un monde certains disaient, d'invertébrés. Si on n'a pas de stratégie, on est sûr de perdre. C'est-à-dire, on va faire du mauvais Green Deal, donc on va faire exactement ce qu'on a fait dans l'industrie automobile, du stop and go, excusez-moi pour le mauvais jeu de mots, et on va détruire notre économie. Enfin, moi, je suis extrêmement inquiet de ces allers-retours en fonction de l'humeur du moment. Mais il faut trouver la bonne solution. Dans ce cas-là, est-ce qu'on fait pause sur certaines réglementations vertes? Est-ce qu'on donne un calendrier allongé, comme on l'a fait par exemple? Il devait y avoir on ne peut pas prendre les mesures entièrement, il faut les prendre généralement une par une. Il y avait un objectif d'émission de CO2 moyen pour les constructeurs automobiles imposé en 2025 qui supposait qu'il y aurait, c'est 25 ou 26 non, c'était 25, qui supposait qu'effectivement, si les objectifs n'étaient pas tenus, il y aurait des amendes très lourdes. Il a été décidé de donner jusqu'à 2027 pour tenir cet objectif. C'est peut-être pas complètement débile. Non. Il n'y a pas renoncé, on l'a étalé dans le temps. Non, ce qui n'est pas débile, c'est effectivement d'être un petit peu pragmatique. Mais en fait, il faut qu'on se repose la question, c'est est-ce que c'est le bon niveau d'objectif ? Est-ce que si on commence à réglementer la filière électrique et de manière parallèle la filière hydrogène, vous vous rendez compte qu'en fait, on ignore la réalité du monde d'aujourd'hui, qui est un monde où en fait, ce qu'il faudrait, c'est un objectif sociétal, c'est un objectif d'ensemble, et s'assurer avec des bons indicateurs qu'on est en train de le suivre. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans le brouillard complet, bien malin celui qui peut réellement affirmer où on en est en termes de réduction d'objectifs. Par contre, ce qu'on fait, c'est du micromanagement dans un monde où personne ne sait ce qui va se passer la semaine prochaine. On marque une pause, Isabelle Coupé-Soubeyran. C'est une nouvelle manière de faire de la réglementation. Ce qui est certain, c'est que, moi, il y a dans ces objectifs verts, celui qui m'a beaucoup marqué, c'est 2035 et les voitures thermiques neuves. Voilà. Là, effectivement, sur ce terrain-là, je rejoins les industriels qui disent, mais pourquoi avoir imposé une technologie, imposé un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'autant que cette technologie imposée pour 2035, il s'avère aujourd'hui que c'est pas forcément le meilleur choix. On marque une pause, on y revient dans un instant et on verra combien coûte la canicule. Puis on refera un coup d'épargne, parce que c'est vrai que vous vous posez la question, Isabelle, drainer l'épargne. Ouais, ok, ça veut dire quoi drainer l'épargne? Exactement. Tout le monde a son petit produit, sa petite idée, et encore Éric Lombard dans les colonnes de la Tribune dimanche. À tout de suite. Avec Isabelle Coupé-Soubeyran, maître de conférence à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, conseillère scientifique à l'Institut Veblen, et qui a publié Le pouvoir de la monnaie, transformant la monnaie pour transformer la société, aux éditions Les Liens qui libèrent. On peut vous lire dans Le Monde tous les mois ou à peu près tous les mois. Et d'ailleurs, vous avez écrit récemment sur le fameux fléchage de l'épargne. Puis vous évoquiez donc cet événement qui se tient au Washington Plaza demain matin, qui est un événement consacré aux grands enjeux de stabilité financière de demain. Je le dis de manière très générique. Quelle finance pour l'autonomie stratégique. Quelle finance pour l'autonomie stratégique. Et puis vous publiez donc, c'est à la rentrée, c'est ça hein Bon, l'argent expliqué à ma mère et à son banquier. Et à son banquier. Important d'expliquer la monnaie au banquier. On a commencé en rappelant comment on créait la monnaie, comment le phénomène de création monétaire se pratiquait de manière absolument indiscutable. On est complètement d'accord. Pourtant souvent oublié. Mais voilà. Les objectifs verts, climat, alors c'est un peu fin du monde, fin du mois, toujours le même truc. Est-ce qu'on doit choisir entre le climat et la compétitivité, Christian Parizeau? Est-ce que le président français, alors il est vraiment en croisade sur ce sujet. Est-ce qu'il a raison de dire que dans certains domaines, pas tous, on est peut-être allé trop loin, trop vite? Enfin, je sais pas, je vous donne des exemples, parce que moi, j'ai pas vraiment de religion là-dessus. Mais la CSRD sur le reporting extra-financier, est-ce que c'est un extraordinaire progrès pour les réductions de gaz à effet de serre? Pas évident. La CS 3D, là, pour le devoir de vigilance, pareil, même sujet. Est-ce que le DPE a été bien fichu? Est-ce que ma prime rénov ne mérite pas d'être révisée pour éviter d'être un aspirateur à fraude? Enfin, je sais pas, voilà. Je veux pas prendre le sujet dans son entièreté, parce que je pense qu'on fausse la lecture. Comment vous regardez cette histoire? Oui, alors après, on est tous d'accord qu'il faut lutter contre le climat, mais je pense que c'est les outils qui sont très mal adaptés. Contre le dérèglement climatique. Voilà. Oui, on ne lutte pas contre le climat, oui, d'accord. Oui, on ne lutte pas, oui. Contre le réchauffement climatique. Et pas que contre le dérèglement écologique. Voilà. Il faut voir un peu l'ensemble de choses, mais je pense qu'on oublie aussi le coût.
le coût que ça a des conséquences. Ouais, le coût de l'inaction qui est beaucoup plus élevé que le coût de l'action. Alors, je ne dis pas qu'on fait que des choses bien sur l'aspect, mais juste pour vous donner une idée, c'est un peu là-dessus que j'ai travaillé ce week-end, c'est le coût d'une canicule. Qu'est-ce que ça coûte finalement à l'économie européenne? Alors, c'est très compliqué, parce qu'il y a des éléments que je n'ai pas pu prendre en compte, par exemple la perte de productivité. Avec la canicule, on travaille moins bien, on a des pertes de productivité. Alors, j'ai vu quelques estimations qui estimaient ça à une perte autour de 10% de la productivité, mais c'est ponctuel, parce qu'après, il y a un rebond naturellement après la canicule. Donc ça, j'ai mis ça de côté. Je mets aussi de côté le coût humain, parce que ça a des coûts sur les vies humaines, on le sait, c'est un coût pour la santé, c'est un coût pour les vies. Mais par contre, j'ai regardé un peu plus sectoriellement, ça quand même, beaucoup de secteurs sont touchés. Les principaux secteurs, ça reste le tourisme, qui est le plus affecté par la canicule, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un élément qui pèse énormément sur le chiffre d'affaires du secteur du tourisme. Ça a un coût sur le secteur des transports et les chaînes d'approvisionnement, parce que ça ralentit les chaînes d'approvisionnement. Alors, on pense tout de suite à tout ce qui est transport fluvial, naturellement. Je vous rappelle que l'Allemagne a eu des gros problèmes parce que le Rhin était trop bas, mais ça a des conséquences très importantes dans les chaînes d'approvisionnement qu'on sous-estime. Ça a aussi des conséquences pour les routiers, pour plein de choses. Donc, ça a des conséquences sur les chaînes d'approvisionnement, ça a un vrai coût. Et ça a des coûts sur la production d'électricité, puisque ça augmente le risque de panne électrique. Ça ralentit le fonctionnement des centrales nucléaires qui, il ne faut pas l'oublier, se refroidissent grâce à l'eau. Donc, je vous dis juste pour vous donner un peu un ensemble de panels. Et in fine, quand on cumule tout ça, aujourd'hui, un passage de canicule, ça coûte pour l'économie européenne entre 0,3 et 0,5 points de PIB. Juste pour vous donner l'impact de la canicule. Alors après, il y a toujours un petit rebond derrière, mais voilà un petit peu le coût que ça a. Juste pour vous donner, avant, il y a à peu près 10 ans, si on faisait le même calcul, ça avait un impact de 0,2 points de PIB. Donc ça vous montre que dans le temps, ça devient de plus en plus coûteux et que ça a un impact de plus en plus fort. Donc ça, c'est quand même bien de l'avoir en tête, parce que quand on nous parle de dépenses qu'on fait pour éviter ce réchauffement et tout ça, il faut voir aussi, si on ne le fait pas, quel est le coût. Et déjà aujourd'hui, on voit que c'est un coût très important. J'allais oublier, il y a un secteur aussi qui est très, très affecté, c'est le secteur des assurances, qui est aussi, fait partie aussi du secteur qui est le plus imposé. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas sous-estimer. Je trouve qu'on devrait communiquer aussi beaucoup sur le fait que d'un côté, c'est un coût peut-être pour faire la rénovation énergétique, c'est un coût, voilà, mais si on ne fait rien, quel est le coût? Et ça serait bien aussi que dans les rapports, on mette les deux choses ensemble. Le coût de l'inaction, bah oui, parce qu'on peut se poser la question. On peut se poser la question, au-delà de l'aspect canicule qui est désagréable, est-ce que finalement, c'est un vrai coût économique? Et là, je trouve que, alors c'est qu'une ébauche que j'ai fait, mais je pense qu'il faudrait, il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi, mais c'est juste pour vous dire, faut vraiment avoir ça en tête, et ça a des conséquences sectorielles. Isabelle Coupet-Soubeyran, je ne sais pas comment vous voulez aborder ce sujet. Moi, je trouve qu'il ne faut pas l'aborder de manière générale. Il faut l'aborder, je pense, c'est un peu plus casse-bonbon, j'admets. Mais regardez chaque élément de transition écologique en fonction des secteurs qui sont concernés, de l'agenda qu'on a prévu, du calendrier. Je pense que la réponse qui permet d'arriver à quelque chose, c'est... allez-y, je vous laisse. Si vous voulez, mais je vais quand même rappeler juste une petite généralité. Je suis bien d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le coût de l'inaction est bien supérieur au coût de l'action. Et le coût de l'inaction, c'est pas simplement un coût économique, c'est un coût humain. Pardon pour la généralité, mais l'enjeu, c'est le maintien de la vie humaine sur Terre. C'est juste ça, l'enjeu. Alors oui, c'est un peu général, pardon, mais je pense que c'est pas mal de le rappeler. Et je voudrais également réagir à ce qui était dit tout à l'heure, l'absence de colonne vertébrale. Il y avait quand même un petit début de colonne vertébrale, justement, en Europe, à la Commission européenne, lors du premier mandat d'Ursula von der Leyen. Ce début de colonne vertébrale, c'était le fameux Green Deal, le pacte vert. C'est autour de ça qu'elle avait réussi à former une sorte de consensus politique. C'est précisément ça qui est en train d'être détricoté aujourd'hui. Donc, le peu de colonne vertébrale qu'on avait pour piloter la transition, qui n'avançait pas très vite, effectivement, parce que les fameuses émissions de gaz à effet de serre ne réduisent pas suffisamment fort pour atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Mais là, on se donne encore moins les moyens d'y arriver. Et je vous rejoins sur la nécessité de trouver comment
investir. On est bien d'accord là-dessus. Il faut trouver les moyens d'investir. Et pour ça, on a besoin d'articuler des solutions budgétaires, des solutions monétaires, et on n'en prend pas suffisamment le chemin. Mais alors, j'entends vos arguments, j'entends aussi l'argument des industriels qui disent oui, mais alors cette transition verte à marche forcée, ça a des coûts pour l'industrie, ça a des coûts d'approvisionnement, ça fait qu'on devient dépendant pour certaines matières premières d'autres parties du monde parce que les contraintes environnementales font que c'est maintenant ailleurs que ça se passe et font que dans certaines situations, délocaliser finira par être la bonne stratégie par rapport au poids des contraintes et à la rapidité, la violence avec laquelle certaines obligations s'installent. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Mais il n'y a pas ceux qui ont totalement raison, ceux qui ont totalement tort. Bien sûr, mais... Regardez ce bras de fer qu'on a eu avec les politiques européens qui réagissent dans l'émotion après le Dieselgate et les industriels qui partout ont expliqué que on n'avait pas pris la bonne direction, qu'on avait décidé trop vite, qu'on ne s'était pas posé les bonnes questions, que c'était une réponse industrielle et pas une réponse politique. Je ne sais pas, ça s'entend aussi. Mais on a trop tendance à opposer compétitivité et durabilité. En fait, les entreprises qui sont le plus engagées dans la durabilité sont aussi les plus compétitives. Il faut arrêter d'opposer les deux. Et d'ailleurs, la Commission européenne avait fait des études permettant d'évaluer ça et avait cette conclusion. Et aujourd'hui, revient en arrière. C'est pas du tout cohérent, c'est très contradictoire. Elle revient en arrière, mais l'objectif de réduction des gaz à effet de serre de 90% en 2040 comparé à 1990 va être réaffirmé mercredi. On y et la neutralité carbone 2050 va faire partie des choses qui seront réaffirmées par la Commission. Peut-être, mais on n'a pas les moyens d'y arriver. On n'y arrivera complètement pas. Complètement d'accord. On n'a aucun moyen d'y arriver. C'est-à-dire aujourd'hui, et je pense qu'on fait le lit des extrêmes en faisant ça, c'est-à-dire annoncer des objectifs qu'on sait aujourd'hui pertinemment qu'on ne va pas tenir. Je reviens sur mon image de colonne vertébrale. Je pense qu'aujourd'hui, on a une Union européenne. Regardez je ne sais pas si on va reparler de l'histoire de la taxation qu'on a avalé, l'absence de taxation des géants de la tech qui a été acceptée au G7. On est la plus grande puissance commerciale du monde, mais on a aujourd'hui un processus qu'on dit démocratique à Bruxelles, qui en fait ne l'est pas, pour faire le lien avec la discussion précédente. Aujourd'hui, tout se passe dans ces fameux trilogues, qui sont des espèces de chambres quasiment secrètes entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen, tout simplement parce que le processus démocratique actuel est considéré comme trop lourd. C'est dans l'obscurité la plus complète, et aujourd'hui rempli de gens qui ne sont pas là avec des objectifs stratégiques, mais qui sont là avec des objectifs purement politiques. Résultat, aujourd'hui, on a une Union européenne qui devrait être capable d'imposer, d'être, on va dire, the good guy, c'est-à-dire celui qui est capable d'imposer. Aujourd'hui, Trump nous impose une direction qui va dans le sens d'un régime plus autoritaire aux États-Unis. C'est pour ça que je suis très méfiant par rapport aux gens qui disent oui, mais il y aura les midterms. On verra si Trump ne va pas se relancer sur un troisième mandat, mais on verra ça. Aujourd'hui, l'Union européenne peine à imposer ses vues. Et donc aujourd'hui, on aura tout perdu. On n'aura ni la compétitivité européenne, ce que tu disais, Nicolas, sur l'industrie, ni la capacité d'imposer aux autres. À un moment, il faut qu'on soit un tout petit peu plus carnivore dans ce monde et imposer aux autres, à la Chine. La Chine ne suit pas ses objectifs climatiques, ne suit pas ses objectifs de surcapacité. On bloque. On bloque, je veux dire. Mais on avait mis en place. On est les derniers à respecter comment on appelle ça là. L'Organisation mondiale du commerce. Je pense qu'aujourd'hui, on manque de stratégie. Il reste de l'Organisation mondiale du commerce. Mais... On est les seuls à penser que ça reste encore. On va encore aux réunions. C'est moribond, on est bien d'accord. Non, mais dans la mesure où le règlement des différends n'est plus opérationnel, l'OMC n'a plus de possibilité. C'est bien d'avoir des obligations, mais s'il y a pas de possibilité. Donc mon message simple, c'est qu'il nous faut de la stratégie. Il faut beaucoup plus de compétences. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense aujourd'hui, on a de la compétence technique. On n'a plus aucune compétence stratégique au niveau de la Commission européenne et je pense de la plupart des États membres. Regardez, moi je pense que c'est un faux problème. Moi je pense que le gros problème qu'a la Commission, c'est qu'ils veulent réglementer. Et comme si on passait, il suffit simplement d'abaisser le coût du capital quand c'est des investissements verts et d'augmenter le coût du capital quand c'est des investissements bruns. C'est tout, il suffit que ça. Le rôle aujourd'hui du politique, c'est la taxe carbone. C'est la taxe carbone, c'est la taxe ou alors de créer un crédit d'impôt comme l'avait fait ou un crédit d'impôt. Un crédit d'impôt pour et puis on vous faites un décalage dans le coût, vous augmentez forcément les gains de productivité et vous abaissez le coût du capital pour les investissements verts et vous verrez que les investissements verts vont démarrer. Mais là où l'erreur a été, c'est que quand le politique se mêle, il dit vous devez faire un investissement vert, mais vous le faites de cette façon, comme ça, parce que vous devez faire un véhicule électrique qui soit à batterie de telle façon, de telle façon. Moi je m'en moque.
stock. Ce que je veux, c'est que l'émission de CO2 de ma voiture soit plus faible qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans. Et donc, je vous donne juste un objectif. Voilà. Et si vous c'est des politiques par objectif. Si vous ne respectez pas, votre véhicule coûtera plus cher à la vente. Alors, pour donc, tenir vous les ne le vendrez objectifs, pas. il faut des instruments. Voilà. Pour tenir les objectifs, non, mais il faut des Isabelle, instruments. ce que dit Christian, c'est cette histoire de 2030. Objectif de réduction de gaz à effet de serre, c'est à vous de jouer. Laissez faire les jardiniers ensuite. Vous leur donnez la terre, vous n'allez pas leur dire pénaliser l'investissement qui n'est pas dans le sens de c'est la fiscalité du carbone dont on parle. Il faut pénaliser l'investissement qui ne va pas au bon endroit. Et ça, notamment au niveau de la réglementation bancaire, ça devrait se traduire par un verdissement de la réglementation bancaire. C'est-à-dire que ces fameuses exigences de capital ou le ratio de levier, ça devrait verdir, c'est-à-dire qu'on devrait avoir des exigences de fonds propres beaucoup plus importantes pour les investissements bruns. D'accord. Je suis pas certaine, en revanche, qu'il faille... pas les interdire. À l'inverse, il faut pas les interdire, parce que les interdire, ça viendrait... Il faut peut-être programmer l'interdiction. Voilà, il faut leur faire un coût. Il faut leur faire un coût supplémentaire qui incite les gens... Le signal. Voilà, il faut un horizon. Il faut peut-être programmer l'interdiction, parce que si on ne le fait pas, en fait, on n'arrive pas à recomposer les bilans bancaires et les bilans des assureurs. Le problème aujourd'hui, c'est que les bilans des institutions financières sont quand même encore très, très chargés d'actifs carbonés, d'actifs exposés au dérèglement climatique, et ça crée un poids d'inertie énorme. Et comme dit Christian Parizeau, probablement que le signal prix est plus efficace pour faire évoluer les comportements généraux que de mettre des dates butoirs avec des interdictions. Mais le signal prix, ça fonctionne pas toujours, et on le voit, les marchés de toute façon aujourd'hui sont incapables en fait de pricer le risque climatique. Donc en fait, il faut pas opposer ces solutions. Je pense que à certains endroits, on peut effectivement faire fonctionner des mécanismes de marché, mais là, pour les objectifs de transition, on a besoin de réglementation forte, d'un cadre de durabilité fort, et on le défait. Le signal prix, il fonctionne bien au niveau du consommateur. Regardez la fast fashion, vous mettez un prix beaucoup plus bas. Vous avez beau avoir des jeunes qui sont très écologistes, tout ça, mais dès que vous leur mettez un prix plus bas, ils achètent, même si c'est pas du tout écologiste. Alors je pense que les jeunes écologistes, à mon avis, ils n'utilisent pas beaucoup la fast fashion. Mais il y a un moment, on regarde les mais chiffres. Cela étant, eh bien, on pourrait justement réglementer ce type de secteur. C'est ce qui nous fait réagir. Bon, écoutez, il faut réglementer ce type de secteur. On va avancer, on va voir ce qui va se passer. Donc, cette semaine, c'est un peu une semaine un peu critique pour les directions environnementale de l'Union européenne et de savoir comment les choses... Enfin, on voit bien d'ailleurs que les pays ne sont pas d'accord entre eux. L'histoire de l'épargne. L'histoire de l'épargne, quand on entend « il faut flécher l'épargne privée », vous vous demandez, Isabelle Coupet-Sobéran, ce que veut dire cette phrase. On entend ça tout le temps, au niveau français, au niveau européen. Éric Lombard, dans la Tribune dimanche, dit qu'il faut un nouveau produit d'épargne européen. Il faut capter l'épargne privée pour éviter qu'une bonne partie n'aille financer des actifs aux États-Unis et notamment de la dette publique américaine. Et donc, il propose un produit investi à 70% en actions, bloqué pendant 5 ans. Moi, j'ai l'impression, quand j'entends ça, je ne sais pas si ça existera, j'ai l'impression de comprendre ce que ça veut dire. De comprendre ce que ça veut dire, sans savoir ce que ça va donner. Et vous ? Alors, mieux mobiliser l'épargne, effectivement, c'est la formule qu'on entend beaucoup, qu'on a vu dans le rapport L'État, qu'on a vu dans le rapport Draghi. Et c'est une bonne formule, mais c'est une formule un peu creuse, parce qu'en réalité, on pourra fabriquer tous les produits d'épargne fléchés que l'on veut. Si on ne regarde pas ce qui se passe au niveau de l'actif des intermédiaires financiers qui gèrent cette épargne, eh bien, il ne se passera rien. Pourquoi Mais parce que, en fait, il n'y a jamais véritablement, si vous voulez, d'affectation, de correspondance entre les ressources au passif des intermédiaires financiers et leurs activités, leurs actifs à l'actif de leur bilan. Il n'y a pas de principe d'affectation. Vous ne savez jamais si les ressources au passif ont permis de financer du vert ou du brun, si vous avez au bilan du vert ou du brun. Là, on parle de financement d'activités productives en Europe. Mais même, c'est la même chose, si vous voulez. Sans distinguer brun et vert. Si vous avez, d'accord, au bilan d'un intermédiaire financier, eh bien, des actions qui ont été achetées sur le marché primaire et qui ont contribué au financement de l'entreprise émettrice. Et puis, d'autres titres qui ont été achetés sur le marché secondaire, qui financent pas beaucoup, qui financent pas beaucoup l'investissement. En fait, du côté du passif, eh bien, vous ne saurez jamais
quel est l'élément de passif qui a financé, ce qui a contribué à l'investissement et quel est l'élément qui a contribué à ce qui ne participe pas à l'investissement. Ce que vous m'expliquez, c'est que la traçabilité est impossible. C'est ça que je comprends dans ce que vous me dites. Bien sûr, il y a une fongibilité et il n'y a pas... Il y a de la fongibilité. Il n'y a pas d'affectation. Bon, je ne sais pas si on a le temps de le faire, mais il y a une petite parabole, sinon que les auditeurs, si ça les intéresse, aillent voir la chronique. Je reprends une petite parabole pour faire comprendre ce principe de non-affectation des ressources. Et il y a un article hyper intéressant qui est paru il y a quelques semaines de Julien Lefournier sur le site Bon Pote, où il explique ça de manière excellente, vraiment d'une manière très très claire. Il explique bien, si vous voulez, qu'il n'y a jamais en fait d'affectation possible, de correspondance possible entre le passif et l'actif d'un intermédiaire. Mais excusez-moi, j'ai envie de dire heureusement, là, enfin moi je suis en train de André Lezecrouc-Pietri. Je rappelle le Gosplan en Union soviétique, faites-moi 3 tonnes de vis et on sortait une vis qui pesait 3 tonnes. Enfin heureusement qu'on n'affecte pas, je veux dire. Aujourd'hui, à nouveau, on est dans un monde de grands paris. Si on ne commence pas à libérer les moyens d'investir, si on commence à vouloir tracer du haut de son bureau à Bercy ou au Berlaymont, là où il y a la Commission européenne, où doit aller cet argent, mais il est évident, aujourd'hui, l'expertise, malheureusement, elle n'est plus dans les États. Alors, si vous voulez... Laissez-le. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il faut libérer les vannes de l'investissement parce qu'une partie au moins ira dans cet investissement pour la transition écologique que moi je suis le premier à appeler de mes voeux. Mais si on commence à restreindre, vous savez ce qui va se passer, exactement ce qui s'est passé. Là, il y a une démonstration pendant l'administration Biden où l'Inflation Reduction Act a agi comme une espèce d'aspirateur à investissement. Et si on continue comme ça, tous les entrepreneurs européens vont investir ailleurs. Ça a surtout permis de commencer à réindustrialiser les États-Unis. Absolument. Oui, c'est ce qu'il faut qu'on fasse aussi. C'est bien une réglementation, vous voyez. Non, c'est pas une réglementation, ça a été une simplification. Ça a été, c'est juste une subvention. Oui, une grosse subvention. Une grosse politique budgétaire. C'était pas du tout lié à la réduction de l'inflation, c'était un énorme aspirateur à investissement. Alors, pour revenir sur... On a baissé le coût du capital. Voilà, mais on a baissé le coût du capital. On ne disait pas dans quel secteur il fallait que ça... Pour revenir sur cette phrase qu'on entend et qui, effectivement, mérite d'être un petit peu nourrie, flécher l'épargne. Vous y croyez, vous, à l'idée qu'on va créer encore un produit, et cette fois-ci un produit à dimension européenne, aussi, mais qu'en plus d'avoir créé ce produit, il faudrait, si j'écoute ce que me dit Jézabel, réussir à corseter totalement, en fait, les directions prises par les investisseurs. Créer un PEA européen ou un produit, ça c'est n'importe quoi. C'est bien, bon, ça fait plaisir à tout le monde, ça fait. Mais ce qu'il faut, c'est créer un marché européen. C'est ça qu'il faut. C'est qu'il faut un Nasdaq européen. Il faut avoir un marché qui soit profond. Il faut avoir des marchés financiers qui soient unifiés au niveau européen, qui aient la même réglementation. Alors, je ne parle pas de supprimer toute réglementation, mais au moins une réglementation unifiée, simplifiée, avec une seule personne en face, un seul régulateur en face, et qu'on ait des marchés profonds, liquides. Ça, c'est un point important. Pourquoi les gens vont encore acheter des obligations d'État américaines? Parce que c'est un marché qui est liquide, qui est profond. Et vous savez que vous pouvez y déposer votre épargne et que vous pouvez le retirer facilement. Avec l'OAT, ça marche aussi. Voilà. François est en train de dire quelque chose d'important. C'est-à-dire que si on veut faire, en effet, cette union des marchés de capitaux, il faut un eurobond. Si on n'a pas de rebond, c'est un peu ça l'idée. Je sais pas, mais laissez-le continuer. Si on n'a pas d'emprunt souverain commun européen, on n'y arrivera pas. Bon, continuez. Oui, ça peut passer, mais surtout ce qu'il faut, c'est surtout des marchés unifiés. Et ça, c'est clair que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Vous avez différentes places de traitement, vous n'avez pas du tout les mêmes liquidités, et vous avez un vrai problème aujourd'hui. Donc déjà, faisons ça, faisons une réglementation européenne unique, avançons là-dessus, mettons plutôt nos efforts là-dessus pour faire une règle du jeu au niveau européen, et puis permettons plutôt de pouvoir accueillir l'épargne des Européens. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça ne se décrète pas. Voilà, ça ne se décrète pas. Vous n'avez pas forcé les Européens à venir prêter aux entreprises européennes. Il faut juste leur donner un support pour. Moi, je suis plus séduit par l'incitation qu'un produit. Ça m'étonne. C'est pas un produit qui va tout changer, mais c'est une place de marché et un marché européen qui changera tout. André, je vous prends juste un exemple, l'appauvrissement des cotes européennes.
Regardez aujourd'hui, oui. Regardez nos indices européens, regardez l'appauvrissement aujourd'hui que l'on a. On a aujourd'hui un CAC 40 qui est totalement dépendant du secteur du luxe. Donc quand vous avez le secteur du luxe qui sous-performe, vous avez le CAC 40 qui sous-performe. Est-ce que vous croyez que si on avait un indice bien diversifié, ça se passerait comme ça? Donc il y a un vrai problème aujourd'hui pour accueillir l'épargne. La Commission européenne a tout fait pour qu'on crée des ETF. Ils ont voulu véritablement mettre des bâtons dans les roues à tout ce qui est gestion active, en développant une gestion passive low cost, c'est ce qu'ils voulaient au niveau de l'Europe quand ils ont fait MIFID, et derrière on se retrouve avec des indices trop pauvres qui ne sont pas suffisamment diversifiés parce qu'on manque de grands champions européens. Donc il y a quand même un vrai problème. Donc arrêtons, si on veut que l'épargne en Europe reste en Europe, faisons un marché qui soit efficient, efficace, et là on pourra véritablement accueillir, et c'est pas en faisant un produit d'épargne que vous allez tout résoudre tous les problèmes. On est d'accord sur un point, au moins, c'est que l'épargne fléchée, finalement, ça n'existe pas. Ça se décrète pas. Ça ne veut rien dire. Il faut donner les conditions pour inciter les gens après à investir leur épargne. Accueillir, c'est joli ça. Et préoccupons-nous du modèle d'activité des intermédiaires financiers, des banques, des assurances. Un mot, puisqu'on parle d'histoire, je rappelle ce qui s'est passé aux États-Unis en 79, où les fonds de pension de retraite des employés, on ne parlait pas des, avaient décidé tout simplement de changer la règle du prudent man, comme ils disent, et de dire finalement le capital risque et le non coté n'est pas aussi risqué que ça, et vous pouvez aller jusqu'à 10% de votre actif là-dessus. Donc c'est passé de 0 à 10%, et aujourd'hui on a un marché extrêmement profond. Donc à nouveau, ça n'a pas été corseté, ça juste a été de dire finalement nous on estime que cette classe d'actifs n'est pas aussi risquée. Donc c'est très bien ce que dit M. Lombard, mais donc dans ce cas-là, il faudrait arrêter en permanence, quand on augmente ou on diminue le taux du livret A, de considérer que c'est ça la grande annonce. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? En fait, il incite les gens à investir dans un produit qui a zéro rentabilité et qui, très franchement, aujourd'hui, ne sert pas l'économie. Elle sert peut-être le logement social. Et si on poursuit un petit peu l'histoire, les années 80, c'est quand même des années de dérégulation financière qui, précisément, ont conduit à pas mal d'instabilité financière avec un paroxysme en 2007-2008. Oui, mais qui c'est qui a perdu en 2007-2008 ? C'est pas les États-Unis qui ont perdu. Les États-Unis se sont redressés à nouveau. 30% de PIB par habitant en plus. Pourquoi ils se sont redressés? Parce qu'ils ont été plus rapides. Ils ont activé tous les leviers de la politique économique, politique budgétaire, politique monétaire. On est en train de réécrire l'histoire. Je rappelle que le plan Juncker, qui était censé compenser la crise financière, le dernier euro qu'on a investi du plan Juncker, c'était en 2016. Aujourd'hui, le problème qu'on a en Europe, c'est effectivement qu'on n'a pas beaucoup de compétences stratégiques. Et deuxième chose, qu'on est très lent dans la mise en œuvre. Je rappelle que sur le Next Generation Europe, 2020, vous parliez de la pandémie, on n'a investi que 50% de cet argent 5 ans après. C'est scandaleux. On termine avec un sujet bien franco-français. J'adore quand un homme politique promet des hausses de salaire. Hausse d'impôts, il sait faire. Hausse de salaire, en théorie, il l'a pas dans ses mains. Il s'appelle Gabriel Attal et il nous explique dans Les Échos qu'il va monter les salaires de 40 milliards d'euros, donc il s'agit de rapprocher le brut du net, en libérant la partie cotisation salariale de la cotisation vieillesse. C'est la plus élevée, la cotisation vieillesse. Quand vous avez 100 euros de salaire brut, vous donnez 28 euros pour la vieillesse, dans le système par répartition. Vous n'aimez pas les hommes politiques qui proposent des hausses de salaire? Qu'est-ce qu'il y a un avis là-dessus? C'est bon, ça? J'ai rien contre comment il le finance. Il dit pas. Et après, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que s'il le finance par l'impôt, on pourrait imaginer qu'on le finance par la TVA, on est d'accord. Voilà, mais ça. Après, c'est un vrai problème, c'est un vrai débat de société. Est-ce que c'est ceux qui travaillent qui doivent financer les retraites, ou alors est-ce qu'on met une solidarité nationale et que c'est financé par l'impôt? Mais attention, alors dans ce cas-là, on change de modèle de financement des retraites. Derrière ça, c'est ça. C'est ça qui est derrière. Voilà. Alors donc c'est un choix. Est-ce qu'on continue la retraite par répartition ou est-ce qu'on change de modèle de financement? C'est quand même assez fou, ces stratégies d'allègement de cotisation en permanence. C'est en grande partie ça qui a dégradé nos finances publiques. Et là, on en met une grosse couche. Oui, mais là l'idée, c'est de libérer un peu les actifs pour faire peser sur d'autres payeurs. Oui, à force de vouloir libérer en allégeant les cotisations. C'est pas ensemble. C'est du bento. Donc, faut bien comprendre, faut bien dire. En gros, il envoie un message qui est très clair. Les retraités, vous allez payer plus parce que vous paierez plus de TVA.
tout le monde va payer plus de TVA, Ouais, mais en relatif, non, mais bien sûr. vous serez beaucoup plus pénalisé. Et si je dis ça, si on finance par la TVA, hein, et les actifs auront l'impression de gagner plus en travaillant. Ils paieront un peu la TVA, mais ils auront l'impression d'avoir un... Donc, on a pris aux retraités pour donner aux travailleurs, mais in fine, on n'a pas rééquilibré le système. Non. C'est juste un jeu de banteau. Et on dégrade les finances publiques en allégeant les cotisations. Ce qui va vraiment aider, faut arrêter, c'est la croissance économique, c'est les gains de productivité. Donc on retombe sur les vieux débats, hein, mais si vous voulez vraiment avoir un effet économique positif, c'est pas en jouant au bonneto. Hein, c'est en augmentant le PIB. C'est en augmentant le PIB. Hein, donc c'est... Voilà. On dégrade les finances publiques. Peut-être changer de boussole aussi, mais bon, c'est une généralité, ça. Isabelle, on fait payer différemment. C'est la thèse d'Antoine Fouché qu'il défend depuis la rentrée de septembre. Quoi. On fait payer. Mais après, c'est pas aux politiques de déterminer quel est votre niveau de rémunération. Hein, ça, c'est quand même pas mal de rappeler. Ce qui détermine votre niveau de rémunération, c'est votre productivité. Oui, certes, mais aujourd'hui, André, le mot de la fin. Mais aujourd'hui, là, la différence la plus importante, là où effectivement productivité et salaire n'est plus du tout lié, c'est sur les bas salaires. Je veux dire, quand on voit l'importance aujourd'hui des charges, d'ailleurs intéressant, l'Allemagne, pour mettre en œuvre la politique de la grande coalition, va d'essayer d'augmenter massivement son SMIC, ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant, parce que si on veut véritablement qu'on continue à faire société, c'est ce genre ces bas salaires qu'il faut absolument entraîner. L'Allemagne, c'est un changement de modèle. Hein. Il relance par la demande intérieure, c'est pas du tout lié à un problème de productivité. Promis, on reparlera du salaire minimum allemand. L'objectif, c'est d'arriver à 60% du salaire médian en Allemagne, exactement. Alors qu'aujourd'hui en France, notamment avec la prime d'activité, on est nettement au-dessus de 60% du salaire médian. C'est pas les mêmes situations. Bon, merci d'avoir été là. Isabelle Coupet-Soubeyran, André Lezecrouc-Pietri et Christian Parizeau. Christian. On se retrouve demain à 9h.